Bonjour à tous. Dans cette introduction à l'histoire de l'art, j'évoquerai le travail de l'artiste, les différentes étapes qu'il rencontre lors de l'élaboration d'un nouveau projet. Contrairement aux idées reçues des gens, une œuvre ne naît pas de la simple imagination de l'artiste. Lorsqu'un artiste commence une peinture, une sculpture, lorsqu'un architecte entreprend un bâtiment, lorsqu'un écrivain rédige un roman, il le fait en fonction d'un projet et d'un plan. Ce projet répond à une commande ou à une intention que le créateur se fixe à lui-même. L'œuvre peinte ou sculptée sera de telle dimension, elle sera figurative ou non, traitera d'un sujet éventuellement imposé ou, dans le cas d'une construction, devra respecter un cahier des charges. Avant la conception de l'œuvre finale, de nombreuses étapes interviennent dans le processus. La première étape est le projet en lui-même. Que veut représenter l'artiste? Quelle histoire veut-il raconter? Quelle émotion veut-il transmettre? Imaginons qu'il veut représenter un soldat mort au combat. Cette idée va d'abord prendre la forme d'un croquis qui peut prendre différents aspects. Tests de position du corps, d'expression faciale, d'accessoires, etc. Si un artiste opte pour une peinture, il réalisera des esquisses de plus en plus précises de son projet. S'il s'agit d'une sculpture, avant de tailler le bloc de marbre, l'artiste confectionnera une œuvre en argile de taille réduite, dit un bozetto. Prenons l'exemple de Jean-Auguste Dominique Ingres. Il procédait par approches successives en forme de collage. Pour le portrait de M. Bertin, il réalisa plusieurs dessins qu'il recouvra partiellement d'autres études pour tâcher d'obtenir une solution qui lui plaise davantage. Comme vous pouvez le constater, la position de M. Bertin a changé par rapport à l'idée première, ainsi que l'expression de son visage. Les lignes du dessin tracent le contour de l'objet, elles définissent les formes que l'artiste veut mettre en place. Elles sont aussi un moyen d'organiser la composition. Horizontale, verticale, oblique, rythment la surface. Les droites s'opposant ainsi aux courbes. Ces lignes ont une valeur spécifique aux yeux des artistes. Elles ne s'emploient pas au hasard. Les raisons des choix peuvent être subjectives. Tel artiste a un attachement particulier pour les droites, tel autre pour les courbes. L'un privilégie les unes pour s'opposer à l'autre. Le type de ligne est quelquefois propre à une école artistique. Un peintre classique utilise volontiers les horizontales et les verticales, tandis qu'un artiste baroque préfère les obliques. Au temps du rococo, la courbe et l'arabesque sont particulièrement appréciées. Des raisons psychologiques peuvent intervenir. Les lignes qui montent suggèrent l'élan, le divin, tandis que celles qui tombent font penser à la mort, à l'enfer. Prenons l'œuvre L'Enlèvement des Sabines de Gian Bologna. Cette œuvre est une prouesse technique. L'artiste fait tenir sur la même base 3 personnages dont les corps sont organisés selon une ligne serpentine. La Sabine, qui représente l'innocence bafouée, est élevée vers le ciel, tandis que les Romains, les agresseurs, sont au sol, symbole du mal. Ces directions, montantes ou descendantes, influencent aussi la lecture de la représentation d'un visage. Charles Blanc, auteur d'une grammaire des arts et du dessin, datant de 1867, emprunte à Humbert de Superville un schéma très simple qui montre la valeur psychologique conférée à un visage par quelques traits orientés dans un sens ou dans l'autre. Il existe encore des motifs culturels spécifiques à une civilisation et à une époque. Les lignes peuvent également avoir une signification sexuée ou genrée. Au XVIIe siècle, dans sa théorie de la figure humaine, le flamand Pierre-Paul Rubens affirme la dualité des lignes et des formes géométriques créées par celles-ci. La droite serait le privilège de l'homme, la courbe celle de la femme. Le carré, le triangle équilatéral, les figures simples et régulières, considérées comme parfaites par la géométrie, entrent pour Rubens dans la composition de l'anatomie masculine. Le cercle devrait intervenir dans celle de la femme, mais le corps de la femme étant jugé imparfait, sa représentation utilisera l'ovale d'une moindre perfection. Le massacre des innocents de Nicolas Poussin est construit selon des horizontales, le sol, l'enfant que le soldat piétine, le toit du temple, et des verticales, les figures dressées, les colonnes cannelées à gauche, le bras de l'enfant mort. Les angles formés par ces droites, le gigantisme des colonnes qu'une critique moderniste pourrait interpréter comme un signe de pouvoir mâle, une sorte de phallus hypertrophié,
Les mouvements contraires du groupe du premier plan, à la gestuelle orientée vers la gauche, et de la femme en bleu, qui marche elle vers la droite, tout cela contribue à la tension dramatique de l'œuvre. La seule véritable courbe est celle, mise en évidence par la lumière, du bras nu de la mère qui, à l'avant, tâche d'écarter l'épée du nourrisson. Le portrait du docteur Mayer-Hermann par Otto Dix, de format rectangulaire, est construit entièrement sur des cercles. L'épaisseur physique du débonnaire médecin est soulignée. Le cercle de son visage, celui de son ventre, que les bras ramenés contre le buste font paraître plus large encore, la lampe d'examen fixée sur son front et l'énorme instrument en forme de boule métallique réfléchissante derrière son crâne, comme une sorte d'auréole laïque, admettons-le légèrement grotesque, ont des échos à gauche dans la prise téléphonique et dans les cadrans de l'horloge. Sur la droite de la boule de métal, un petit voyant rouge répète la forme circulaire fétiche. Dans une architecture, dans un meuble, dans un objet, aussi bien que dans une sculpture ou une peinture, des enjeux esthétiques se nouent, où les solutions relatives à la ligne sont loin d'être indifférentes. Comparer les choix des créateurs à la même époque revient à définir des sympathies, qu'on peut nommer écoles, et des antipathies. Les résolutions antagonistes traduisent des préférences liées au tempérament, mais aussi des rivalités créatives. À New York, le Whitney Museum participe à la volonté de son concepteur, Marcel Breuer, de s'imposer face à Frank Lloyd Wright, le bâtisseur du Guggenheim. Deux hommes du XXe siècle, deux architectes aux idées différentes. En art, il est fréquent de comparer les artistes entre eux, qu'ils soient de la même époque ou non, ou qu'ils appartiennent à des sphères géographiques éloignées. Une telle comparaison ne vise pas à déterminer comment un artiste se construit face à un autre, mais elle peut être utile pour tenter d'apercevoir la singularité et les traits caractéristiques d'une œuvre. En réponse à l'architecture du Guggenheim, le Whitney Museum of American Art à New York fut conçu en granit par l'architecte d'origine hongroise, donc Marcel Breuer, avec l'aide d'Hamilton Smith, dans l'esprit de la géométrie rigoureuse, faite de lignes droites se croisant à angle droit, du Bauhaus de Weimar où Breuer s'est formé. Baptisé le ziggurat à l'envers, le bâtiment modèle de l'architecture brutaliste en vogue dans les années 1950-1970 est regardé comme un chef-d'œuvre pour la simplicité et la rigueur de ses formes. Œuvre de l'architecte de la maison sur la cascade, le Guggenheim est un exemple de ce que Wright a défini en 1939 comme l'architecture organique. Il s'agit de rompre avec les lignes droites qui structurent traditionnellement les immeubles et d'imposer en ville, mais près du poumon de verdure de New York, le Central Park, des courbes qui évoquent un organisme. Ici, les spirales d'une coquille. Les lignes ne structurent pas seulement les figures et les motifs, elles organisent la composition. Dans les arts à deux dimensions, dans les bas-reliefs, sur les façades des constructions, elles peuvent renforcer l'effet de planéité. L'artiste choisit de souligner le dessin de la surface. Prenons l'exemple du motif décoratif dit grec ou méandre grec, d'origine antique, cher aux décors d'inspiration classique, ou dans les arabesques de l'islam, peu soucieux de créer l'illusion de la profondeur. Étudions le bas-relief de l'Hôtel de la Paix d'Auguste, illustrant une allégorie de la fécondité. Autre exemple, la Madrasa al-Hatarin à Fès et son décor mural en stuc et en céramique. Mais dans l'art occidental chrétien également, le goût d'un décor plat triomphe quelquefois. La notion de planéité se retrouve également au Moyen-Âge dans la peinture ou dans les façades rythmées d'horizontales et de verticales du gothique dit perpendiculaire. Ainsi qu'au XXe siècle, chez des peintres comme Matisse, influencé par l'art textile musulman, ou des abstraits de tendances aussi diverses que Mondrian, Rothko, etc. Mais l'organisation de la surface n'est pas liée seulement aux lignes. Des habitudes de regard président à la distribution et à la perception de ces secteurs et déterminent entre eux une hiérarchie. Ainsi, en Occident, lorsque des épisodes consécutifs sont représentés dans un même compartiment, ce qui est à gauche est en général censé se passer avant ce qui est à droite.
Lorsque plusieurs scènes d'une histoire se distribuent sur un retable ou dans un cycle, les compartiments du haut racontent d'ordinaire des épisodes plus anciens que ceux du bas. Observez les volets du retable de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. En haut, nous avons Adam et Ève chassés du paradis, sur la gauche, et Adam et Ève pénétrant dans le jardin d'Éden, à droite. En bas, Anne et Joachim, les parents de Marie, et l'annonciation faite à Marie. La répartition entre haut et bas, gauche et droite obéit encore à d'autres considérations. Ce qui est élevé est tenu pour plus honorable que ce qui est en bas. Dans une œuvre chrétienne, le paradis sera donc au sommet et l'enfer en bas. Toujours en Occident, la gauche, dit sinister en latin, qui donnera le mot sinistre, ce qui veut tout dire, a une connotation négative, c'est le côté mauvais. Dans le christianisme, néanmoins, la latéralité s'évalue non pas en fonction du regardeur, c'est-à-dire nous, mais d'après Dieu, censé regarder l'homme regardant, donc nous regarder. Le meilleur côté de l'œuvre est en conséquence la partie à droite de Dieu et donc à gauche du spectateur. Voyez ici le triptyque de la famille Sedano de Gérard David. Il fut commandé par un marchand espagnol, Jean de Sedano. Le panneau central montre la Vierge et l'enfant Jésus entourés de 2 anges musiciens. Sur le panneau de gauche, Jean de Sedano accompagné de Saint Jean-Baptiste et de son fils tenant une croix. Sur le panneau de droite, son épouse Marie avec Saint Jean. Les hommes étant jugés plus importants que les femmes, c'est pour ça que le commanditaire est à gauche et son épouse à droite. Saint Jean-Baptiste est jugé un saint bien plus important que Saint Jean, puisque Saint Jean-Baptiste est celui qui va baptiser le Christ, et en plus il est son cousin. C'est donc à gauche que sont placés les hommes, la moitié la plus estimée de l'humanité, dans les peintures comportant les portraits des donateurs et de donatrices. Et c'est à gauche qu'est le paradis, dans un jugement dernier. L'esthétique occidentale est gouvernée par un principe de symétrie. En fonction d'une verticale partageant une œuvre latéralement et d'une autre la divisant à mi-hauteur, formant ainsi des axes de symétrie, la moitié droite et la moitié gauche, la partie haute et la partie basse, se répondent. Elles sont organisées de façon proche, en quelque sorte en miroir, ou au contraire différentes, avec évidence, jouant d'un effet de contraste. En ces derniers cas s'exprime la disparité de monde, de valeurs symboliques morales, opposées étant affectées aux différentes zones. Dans le jugement dernier du maître de la vie de Joseph, l'organisation par zone est limpide. Le Christ juge, assis devant la croix, sur un arc-en-ciel, et il est en haut, dans une écorchure du ciel qu'un fond or désigne comme l'empyrée, c'est-à-dire le ciel habité par Dieu, qui n'est pas le paradis. Il est entouré des anges de l'Apocalypse, un à droite, un à gauche, parfaite symétrie, et de l'Église céleste, autrement dit, les saints. Le bas du tableau correspond au monde terrestre, donc le nôtre. Les élus sont au premier plan, donc sont plus grands. À droite, par rapport au Christ, ils sont debout, leurs gestes sont retenus et ils lèvent leur regard vers Dieu. Les damnés, au fond, en petit, à la gauche de Dieu, sont entraînés vers un gouffre qui signifie l'enfer. Leur course forcée s'accompagne de gestes frénétiques. Ce découpage de la composition s'observe également dans la Diseuse de Bonaventure de Georges de la Tour. La toile a été rognée en haut et surtout sur la gauche. L'analyse de la composition ne peut donc se faire que sur la construction du haut et du bas. S'il fixe son attention sur la partie haute de la peinture, le spectateur est intrigué par les échanges de regards. Le jeune homme se tourne vers la vieille bohémienne, qui lui détaille sans doute ce qu'elle lit dans les lignes de sa main. Mais que signifient les coups d'œil entre la pâle jeune femme et la bohémienne ? La solution est donnée dans le bas du tableau, par le jeu des mains cette fois, le vol de la bourse et de la montre du jeune homme. La particularité de la peinture occidentale, au moins à partir de la Renaissance, est de chercher à donner l'illusion de la profondeur, alors que les pigments sont appliqués sur un support plat. À des époques antérieures, en Europe, des artistes avaient déjà cherché à créer cette impression de creusement. C'est le cas des peintres de Pompéi. La peinture chinoise et la peinture japonaise classique, ou les miniatures persanes, n'ignorent pas non plus l'art de suggérer l'espace.
À partir du XIVe siècle et surtout du XVe siècle, les artistes européens cherchent avec constance à faire oublier qu'ils travaillent sur un support plat. De façon tâtonnante d'abord, dans les ateliers du Trecento italien, puis dans ceux des peintres flamands du début du XVe siècle, un espace convaincant se met en place empiriquement, chaque artiste trouvant sa solution, et en jouant sur la convergence des lignes de fuite, le rapetissement des figures au loin, les couleurs et les contrastes. Vers 1435, l'Italien Leon Battista Alberti, architecte et premier théoricien de l'art en Occident, dans son traité de la peinture, rédigé en latin pour plaire aux lettrés et en italien pour être lu par les artistes, compare un tableau à une fenêtre. C'est-à-dire propose aux artistes un projet d'imitation du réel fondé sur une profondeur apparente. Cette vocation et la passion pour les mathématiques qu'éprouvent des artistes comme Piero della Francesca déterminent au Quattrocento l'avènement de prouesses virtuoses. Des perspectives urbaines parfaites, des représentations de corps en raccourci chez Paolo Uccello ou chez Andrea Mantegna. Ces premières prestations ouvrent la voie au triomphe de plafonds qui feignent d'ouvrir les édifices vers le ciel après le XVIe siècle. Puis, à partir du XVIIe siècle, elle légitime l'apparition d'un genre particulier, la nature morte dite trompe-l'œil, pièce de gibier qui semble à portée de main plutôt que peinte, ou morceau de papier qu'on croit collé ou punaisé et que le spectateur a envie de saisir. La légitimité de cette vocation illusionniste n'est remise en cause qu'au XXe siècle, en partie à cause de l'existence de la photographie, puis encore plus tard de la photographie en couleur. Pourquoi peindre le monde tel qu'on le voit, dès lors qu'un appareil peut en saisir mécaniquement l'empreinte ? L'idée d'une perspective saisie depuis un point de vue unique, donc soit l'œil de l'artiste ou l'objectif de l'appareil, est battue en brèche à partir de 1907 par le cubisme, qui propose des approches simultanées de l'objet. Dans un tableau du cubisme tardif comme Brault et Compotier de Juan Gris, le plan de la table est basculé d'une manière impossible. Il est redressé pour que soit exposé tout ce que porte la desserte, tandis que le compotier, avec la gratte de raisin et les poires, qui donnent leur titre à la composition, est visible à la fois par le dessus, la coupe avec ce qu'elle contient, et de profil, le pied qui soutient la coupe. Avant et autrement, après son retour de séjour au Maroc, Henri Matisse souligne déjà la platitude du support et joue avec elle plutôt qu'il ne tâche de la contredire. La couleur est, autant que la ligne, un moyen de donner corps à l'œuvre d'un artiste. C'est un outil dont il dispose en propre. Il distingue leur art de celui du dessinateur et de celui du graveur, et cela quel que soit leur style, figuratif ou abstrait, imaginatif ou non. Ainsi que l'exprimait le peintre Maurice Denis, un tableau n'est pas simplement ou n'est pas d'abord la représentation d'un sujet, mais c'est un agencement coloré. Une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Ces couleurs, cependant, peuvent être utilisées de manière extrêmement différente. À l'époque des Nabis, le groupe auquel appartient Denis, leur valeur est essentiellement émotive. Posées en aplat, utilisées pures, c'est-à-dire sans adjonction de blanc ou de noir, les couleurs doivent provoquer une sensation. Avant la fin du XIXe siècle, cependant, la gamme chromatique est choisie en général dans un esprit d'imitation. Il s'agit de figurer le monde dans les teintes qui sont les siennes et qui varient par ailleurs en fonction de l'heure, de la saison, etc. Cette manière de colorer est attestée dès la préhistoire. La reproduction de la vraie couleur d'un animal, si je puis dire, aide à sa reconnaissance dans l'art rupestre européen. Le réalisme chromatique devient une nécessité dans le système réaliste qui prévoit à partir de la Renaissance et jusqu'à l'époque impressionniste. Comme nous venons de le voir avec Monet. Les peintres cherchent alors à restituer aussi exactement que possible les couleurs que leur œil perçoit, et ils se rapprochent de cette exactitude grâce à la fois à l'avènement de l'industrie chimique qui multiplie les teintes disponibles au XIXe siècle et au progrès de l'optique qui, au fil du temps, à partir de la Renaissance, élucide les lois de la vision. L'usage des couleurs répond à des conventions quand il désigne un caractère, une qualité, en fonction de codes qui varient selon les régions et les époques.
D'après les œuvres de l'Égypte ancienne, la peau mate des corps masculins s'oppose à la carnation plus claire des corps féminins. Cette habitude s'ancre dans une réalité. La femme se maquille, elle vit recluse, alors que les hommes vaquent à leur occupation au soleil. Mais elle s'impose progressivement comme une convention qui ne saurait être transgressée. Dans la peinture vénitienne du XVIe siècle, par exemple la Vénus d'Urbino du Titien, dans les tableaux flamands du XVIIe siècle et jusqu'à l'avènement de la mode du XXe siècle, le nu féminin est d'autant plus apprécié que la carnation est pâle. Souvenez-vous, sous l'Ancien Régime, les femmes se maquillaient le visage d'un fard blanc composé de plomb qui leur pourrissait la peau, afin de paraître le plus pâle possible. La bourgeoisie devait être pâle afin de se distinguer des gens du peuple qui travaillaient dans les champs et donc avaient un teint hâlé. L'appréciation d'une couleur peut aussi dépendre de sa valeur financière. L'or, le bleu et le rouge sont utilisés avec prédilection au Moyen Âge. Le coût des matières donne une valeur ajoutée à l'œuvre. Le bleu, le plus admiré, est alors celui qu'on obtient en pilant une pierre semi-précieuse, le lapis lazuli, rapporté d'Afghanistan. L'azur en est éclatant et pérenne, mais le commanditaire aime aussi cette pierre car son emploi est un signe extérieur de richesse. Le bleu est apprécié parce qu'il rappelle le ciel. L'éclat de l'or évoque la pure lumière censée régner dans l'empyrée, donc le domaine divin. Le rouge, enfin, évoque la pourpre impériale antique et le sang. Il convient souvent aux martyrs. Le polyptyque d'Antonio de Caro représente la Vierge à l'enfant et un moine donateur agenouillé à ses pieds. Au-dessus, le Christ en croix entre la Vierge et Saint Jean est surmonté d'un imago pietatis. De chaque côté de la Vierge, 3 saints se tiennent debout. À gauche, l'archange Saint-Michel, Saint Bernard et Saint Jean-Baptiste. À droite, Saint Luc, Franca de Vitalta et Saint Benoît. Au centre du second registre, de part et d'autre de la crucifixion, 3 autres saints sont vus à mi-corps. À gauche, un évêque, Saint Étienne, l'apôtre Saint Pierre, à droite, Saint Paul, Saint Laurent et Sainte Catherine. Sur la prédelle, 8 petites figures dans les quadrilobes représentent les 4 docteurs de l'Église et les 4 évangélistes déroulant des phylactères. Donc, de gauche à droite, Saint Ambroise, Saint Grégoire, Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Augustin et Saint Jérôme. Aux extrémités de la prédelle, l'abbé Saint-Antoine et à droite, Saint Christophe sont figurés à mi-corps. Observez donc bien les jeux de couleurs entre le bleu et le rouge. Le commanditaire du retable est donc Lucas de Codice de Marano, moine du monastère cistercien de Santa Franca à Pitolo, près de Plaisance, et le peintre Antonio de Caro, l'un des plus importants représentants du gothique international à Plaisance, au Trecento. On remarquera que le bleu, le rouge, l'or sont les 3 couleurs définies comme primaires par la révolution de l'optique au XIXe siècle, celles que l'œil est censé remarquer en premier. C'est la preuve que les explications symboliques, financières et optiques se combinent dès lors qu'il s'agit d'art. La question de la couleur est indissociable de celle de la lumière. Les couleurs ne se voient que grâce à elles, et celle-ci est nécessaire au peintre comme elle l'est au photographe. Un objet, quelle que soit sa couleur, paraît plus sombre lorsqu'il est peu éclairé et plus clair lorsqu'il l'est largement. Pour rendre ces variations de teintes, il est loisible de se servir de blanc ou de noir, voire de réaliser des dégradés. Les peintres du Moyen-Âge se sont gardés de ces mélanges, qui présentent l'inconvénient d'enlever aux couleurs pures un petit peu de leur éclat. Vers 1300, la volonté d'imiter le monde en rendant sa luminosité a conduit le Florentin Giotto parmi les premiers à user du clair-obscur, chiaroscuro en italien. Le passage progressif d'une même couleur, du clair au sombre. Au siècle suivant, à l'époque de Masaccio en Italie et de Jean van Eyck en Flandre, une nouvelle étape est franchie. Les objets cessent d'être simplement ici clairs et là sombres, autrement dit modulés par leur ombre propre. Ils projettent derrière eux une ombre portée qui peut être dense ou légère, courte ou longue, unique ou démultipliée, ceci selon le nombre des sources d'éclairage. Plusieurs lumières déterminant pour un seul objet plusieurs ombres, et de leur nature artificielle.
chandelles, lampes, etc. ou non, soleil, lune, voire de leur position. À partir du deuxième tiers du XVIe siècle, cependant, à l'époque maniériste, les peintres ont cherché à remédier à l'atténuation de l'éclat de leurs couleurs par le noir et le blanc. Ils ont inventé les couleurs changeantes, cambiante. Autrement dit, ils ont traduit les effets d'éclairage non plus par des gradations de noir et de blanc, mais en travaillant les pigments, c'est-à-dire en mêlant une couleur à la teinte de base, de sorte à la faire progressivement passer à une autre. Bien plus tard, au XXe siècle, durant le moment fauve, des peintres comme Henri Matisse, André Derain ou Maurice de Vlaminck utilisent en le systématisant un procédé analogue. L'ombre n'est plus rendue chez les fauves par du noir, la lumière est donnée grâce au blanc pur qui est souvent celui de la toile laissée en réserve. Mais surtout, le dispositif des couleurs, primaires ou secondaires, chaudes ou froides, restitue pour l'œil les effets d'éclairage et d'ailleurs aussi de distance. La matière avec laquelle l'artiste travaille est pour lui un moyen d'exprimer ses émotions. En peinture, en sculpture, en architecture, il est signifiant qu'un artiste recherche un effet parfaitement lisse ou qu'il souhaite au contraire une texture perceptible. Dès le XVIe siècle, cette question de la texture intéresse sculpteurs et architectes. Michel-Ange, dans ses statues et dans ses bas-reliefs, laisse toujours voir un fragment de surface à peine dégrossi par le ciseau et qui rend sensible le matériau dont son œuvre est issue. À la même époque, la Renaissance, les façades des palais florentins, à la star du palais Medici-Riccardi à Florence, jouent aussi d'effets de matière, avec des pierres en saillie régulière dans le bas, dit bossage, et d'autres équarries et lissées aux étages supérieurs. À partir du XVIe siècle, la combinaison d'un nouveau médium, l'huile, dont l'usage se généralise en Europe, et d'un support auparavant exceptionnel, la toile, qui peut être tissée de façon fine ou grossière, permet aux peintres de travailler d'une façon extrêmement différente. Certains en tiennent pour un fini impeccable, les opérations qui ont présidé à l'exécution de la peinture ne laissent alors aucune trace. À l'instar des Flamands du XVe siècle, Johann Vermeer ou Nicolas Poussin au XVIIe siècle peignent ainsi, avec une matière mince et un fini parfait. D'autres artistes souhaitent que leur effort s'aperçoive dans l'œuvre achevée. Ils ne désirent pas d'abord représenter une histoire ou le monde tel qu'il est. Ils entendent transmettre leur vision physique et subjective de cette histoire et du monde. Titien à Venise au XVIe siècle, dans la dernière partie de sa vie, Rubens à Anvers au XVIIe siècle, Velázquez en Espagne et de façon paradigmatique Rembrandt à Amsterdam incarnent cette manière de travailler, un corps à corps avec la matière qui fait du tableau le mémorial d'une lutte dont l'empreinte persiste dans la trace visible du pinceau, de la brosse ou du couteau. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Comme vous l'aurez compris, un peintre ne se jette pas sur sa toile sur un coup de tête. Un sculpteur ne taille pas un bloc de marbre au hasard en espérant y voir émerger une œuvre d'art. Un architecte ne fait pas poser des briques sans avoir visionné l'édifice dans sa finalité. Tous ces artistes ont répondu à de nombreuses interrogations avant de se lancer dans l'élaboration concrète de leur projet. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une agréable fin de semaine.